Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Trading University Center. Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021. Oui, effectivement, c'est une journée fériée, jour de l'armistice. Malgré tout, les marchés restent ouverts. Il y a effectivement des opportunités malgré ce jour férié. Donc, en France, actions françaises, l'indice parisien, actions européennes, les indices européens, mais également outre-Atlantique. Donc, il y a de quoi faire. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous laisse bien sûr prendre connaissance, comme chaque matin, sur l'avertissement légal au risque. Donc, je vous laisse lire tranquillement et on va pouvoir démarrer d'ici quelques secondes. Impeccable. Alors, hier, grande séance pour les marchés, puisque les investisseurs ont attendu un petit peu l'inflation, notamment l'inflation US, principal catalyseur, je dirais, de la semaine. Notamment avant-hier, Wall Street a même basculé dans le rouge, sonnant un petit peu la fin des séries de records de clôture du S&P 500, du Nasdaq à l'issue de la séance justement marquée notamment par les prises de bénéfices dans un contexte d'inquiétude à propos de la hausse de l'inflation. Dans la foulée de l'adoption samedi, notamment par le Congrès américain du plan d'investissement d'infrastructures voulu notamment par le président Joe Biden, j'en ai parlé hier, notamment le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré lundi soir une hausse pour une 8e séance consécutive pour s'établir donc à de nouveaux records, mais en l'absence de catalyseurs, eh bien les investisseurs, je dirais, ont privilégié mardi les prises de bénéfices. C'est la raison pour laquelle que mardi et mercredi, il y a effectivement une période de retracement, de décrochage sur l'ensemble des indices US. Du côté macro, les données officielles publiées avant-hier montrent justement que les prix de production aux États-Unis ont continué d'augmenter en octobre, signe d'une inflation élevée qui pourrait se révéler plutôt durable dans un contexte de tension, comme vous savez, sur les chaînes d'approvisionnement. Et par conséquent, bien sûr, les investisseurs ont attendu notamment hier la publication de l'enquête mensuelle sur les prix à la consommation qui est sortie donc hier après-midi aux alentours de 14h30 et qui est sortie au-delà des prévisions à hauteur de 0,6%. Derrière, en Europe, on évolue sans grand changement. On tâte un petit peu le terrain en début de séance le mercredi matin. Les investisseurs accueillant toujours dans le calme une nouvelle série de résultats d'entreprise, mais tous les regards maintenant sont tournés sur notamment les données d'hier, les données de l'inflation qui ont été effectivement données et passées au-delà des prévisions. La tendance, effectivement, est à celle un petit peu de ce qui s'est passé mardi. La prudence, effectivement, a eu une variation importante juste après notamment les chiffres de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation qui sont sortis puisque les acteurs attendaient cette publication et cette statistique-là avec impatience qui a ranimé un petit peu plus les spéculations, notamment sur le calendrier d'éventuelles hausses de taux de la Réserve fédérale, alors que Jérôme Powell se montre un petit peu patient, c'est plutôt montré patient lors de son discours la semaine dernière pour une hausse des taux. En revanche, on a un des membres de la Fed, comme notamment Richard Clarida, qui lui a estimé que la Fed devrait même relever ses taux en 2022, même plus tôt que prévu, voire même 2 fois en 2022. Bon, pareil, c'est une statistique clé à surveiller qui va sûrement permettre de donner un peu plus de visibilité sur la politique monétaire de la Fed pour 2022. Enfin, la médiane, je dirais, des estimations des économistes, notamment interrogés par Reuters, qui donne un chiffre de 4,3%, un rythme annuel pour l'indice d'inflation de base, notamment c'est l'indice d'inflation de base Core CPI, après 4% en septembre. Alors, j'aimerais vous montrer un graphique qui peut être intéressant, que j'ai découvert hier lors d'une intervention d'un autre webinaire qui m'a paru assez pertinent. C'est effectivement le Buffett indicateur, qui est un indicateur du fameux Warren Buffett. Donc, c'est un indicateur qui permet en l'occurrence de montrer des graphiques avec ce qu'on appelle un PER, une société supérieure à notamment à 20 ans. On peut voir sur 20 ans, ici, attendez, je vais essayer de
vous montrer. Hop. Donc là, on voit effectivement, on peut remonter depuis 2005 jusqu'à cette période. On a effectivement sur ce graphique un schéma qui pourrait nous donner un petit peu plus sur ce qu'on appelle la bulle des dot-com. La bulle des dot-com, c'était à cette période-là, c'était en 2007-2008. Là, effectivement, pardon, oui, 2008. Là, effectivement, on a l'impression qu'on était à cette période en territoire de bulle, mais la masse monétaire qui a été injectée sur les marchés boursiers est tellement aujourd'hui pharaonique, comme on peut le voir ici, qu'il y a effectivement une petite bulle, notamment suite au Covid-19, mais étant donné qu'il y a une masse monétaire qui a été injectée, que les indicateurs deviennent biaisés, si vous voulez avoir, on a une déstructuration des prix et des indicateurs à cause notamment de cette fameuse masse monétaire. Et donc, j'avais fait effectivement un petit exemple il y a quelques temps de cela en parlant de l'indicateur Warren Buffett. Et ici, j'ai enfin pu mettre la main dessus puisque je cherchais cet indicateur, je n'arrivais pas à le trouver. Voilà, chose faite. Effectivement, on voit que la capitalisation boursière mondiale par rapport au PIB mondial, on a atteint plus de 144%. Hein, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire. Globalement, cet indicateur que vous avez ici était paramétré par le passé pour commencer, je dirais, à nous alerter d'une anomalie de marché lorsque on dépassait le stade des 100%, comme ce fut le cas notamment avec la crise des subprimes en 2008-2009. On a effectivement eu à cette période-là, en démontage, ce 120% en arrière. On connaît la suite de l'histoire. Hein, et on avait une correction du marché début 2019 quand la Fed allait justement nous relever ses taux, beaucoup avec son marché. Dès qu'on avait une nouvelle fois atteint les 100%, juste avant le crash notamment de Covid ici, hein, pareil, on a eu une belle correction de marché. Aujourd'hui, on explose tous les records. On voit cette fameuse ligne droite. On est à plus de 145%. Bientôt, hein, on est actuellement à 144% au niveau du PIB. Le sentiment, en fait, c'est qu'on est dans un nouveau paradigme et que cette fois-ci, c'est assez différent comme comme on dit souvent en anglais, this time is different. Effectivement, pour cet indicateur, on constate qu'il donne certains voyants. On voit que les voyants sont allumé depuis maintenant de nombreux mois et pourtant les marchés continuent de monter. Hein. Les marchés sont toujours soutenus et perfusés, je dirais, par les banquiers centraux. Par conséquent, voilà, il faut prendre un peu de recul, toujours sur ces indicateurs que j'estime assez pertinents, mais qui nécessiteraient, je trouve, d'être réévalués comme certains ratios, comme certains multiples boursiers par rapport à l'intervention notamment des banquiers centraux. On a depuis 16 mois maintenant sur les marchés. À cause de cela, on peut donner quelques trompeuses, je dirais très clairement, parce que effectivement, tant qu'on aura un soutien inconditionnel des banquiers centraux, on peut envisager actuellement une violente correction de marché malgré, je dirais, les risques qu'on ait pu connaître ces dernières semaines avec la poussée inflationniste, l'envolée des prix de l'énergie, notamment ce qui s'est passé en Chine avec Evergrande. On a eu plein d'autres choses aussi, hein, mais voilà, on a quand même un beau cocktail sur les marchés et finalement on constate que, je dirais, les marchés restent extrêmement solides. Mais au moins, j'estime que, comme je vous le disais maintenant depuis plusieurs séances, on est sur des niveaux hauts hein, sur les marchés. Une correction serait, je dirais même, la bienvenue. Mais pour autant, voilà, il ne faut pas crier. J'ai envie de dire encore une fois, on est à la bulle spéculative, à l'effondrement des marchés. L'indicateur pourrait très bien monter à une nouvelle fois à hauteur de 150, 155 d'ici la fin de l'année. Comme je le dis souvent, même on attend effectivement à ce que le marché respire un petit peu, sachez que sur votre plateforme, il est également intéressant de pouvoir faire ce qu'on appelle du VAD, de profiter de la dynamique baissière. Un autre graphique que j'ai trouvé également assez pertinent, c'est les prévisions de Goldman Sachs concernant la suite, notamment au niveau des marchés. Ici, nous avons les prévisions, enfin les nouvelles prévisions de Goldman Sachs, suite notamment à la publication des résultats qui touche bientôt sa fin, puisqu'on publie maintenant les dernières
des dernières estimations. Globalement, rien n'a changé, hein, si ce n'est la cible pour fin 2021 qui a été annoncée par Goldman Sachs à hauteur de 4700. C'est un point de vue S&P 500, je parle du S&P 500 qui est l'indice de référence financière mondiale que vous voyez ici. Bon, on va dire qu'ils ne se sont pas trop mouillés, hein, parce qu'actuellement, le S&P 500 est actuellement aux alentours des 4680, 4685. Il est venu taper les 4700. Bon, on estime quand même que les 4700 pour la fin de l'année pour les S&P 500, c'est une vision, je dirais, assez correcte, et c'est un ajustement plutôt à la hausse. Pour l'instant, ça tient la route. On voit que le S&P 500 a un objectif en 2022 aux alentours des 4900, d'après les estimations de Goldman Sachs. On fera le point déjà à la fin de cette année, voir si cet objectif à peu près a été atteint, voire même dépassé, et si on termine bien en dessous. Globalement, les marchés devraient continuer sur cette lancée, même si j'estime que la hausse, comme je l'avais évoqué, me paraît limitée et que je dirais, c'est pas le moment, je dirais, de céder à l'euphorie ni sur les sommets de marché. Maintenant, d'un point de vue sur les bénéfices par action, hein, c'est ce que vous avez juste en dessous avec notamment cette représentation graphique. Il faut savoir qu'on n'a pas eu de grands changements. On voit la différence entre les deux. Il me semble que en fin d'année, toujours à 207 $, puis 212, ensuite 226 $ pour 2023. En revanche, on est un peu frileux sur les perspectives à venir pour 2022. Très clairement, Goldman Sachs table déjà dans un premier temps sur 4900 points pour le S&P 500 pour 2022. Voilà, je le trouve assez frileux, hein, c'est pas énorme, 4900 points. Effectivement, on sera plus dans la reprise haussière et peut-être que le thème de l'inflation pourrait, je dirais, poser des problèmes et des turbulences sur les marchés, car très clairement, on pourrait s'attendre, comme je vous le disais, à une purge des marchés, une correction d'environ 4-5% avant éventuellement de repartir. Parce que là, si vous passez les 4700 à 4900 sur un an, effectivement, ça représente quand même une hausse de seulement aux alentours de 5%. Donc, c'est pas grand-chose, hein, pour une variation de ce type. Quand on sait que la performance actuelle de l'indice, on en parlera juste après au niveau technique, il me semble qu'on est à peu plus de 20% cette année, voilà, autant pour le cas que je ne sais pas si l'indice français affiche une performance actuellement de plus de 27% sur l'année. Donc, le S&P 500, à mon avis, doit bien dépasser cette performance. En tout cas, c'est à vérifier. On verra juste après le graphique. C'est important d'avoir comme cette notion au niveau de l'illustration technique. Mais voilà, maintenant Goldman Sachs se montre un peu plus prudent avec seulement une hausse de 5% pour terminer, je dirais, l'année 2022 à 4900 points. Effectivement, personnellement, je m'attends à une année 2022 un petit peu plus compliquée pour les marchés avec moins de performance que cette année, étant donné que le contexte, je dirais, ne sera pas du tout le même. On sera de nouveau sur le retour d'avant Covid. On parlera plus effectivement de reprise économique, mais on tentera de grappiller un peu de croissance. On sera de nouveau de retour avec une croissance, pour pas se mentir, mais plutôt molle très clairement. Et derrière, donc, ce sera une inflation élevée qui, forcément, c'est pas compatible avec la performance du marché action. Passons au calendrier économique et l'agenda boursier de ce jour. Quelques informations intéressantes. Alors, il n'y a pas les résultats publiés, notamment. Alors, attendez, je vais regarder les résultats qui sont sortis ce matin. Alors, il y a effectivement les résultats donc de l'évolution de l'emploi en Australie. La livre sterling qui a publié donc ses résultats notamment ce matin. Les résultats sont sortis, je vais vous dire ça tout de suite, sont sortis plutôt négatifs. Le PIB qui est sorti à 6,6% ici en actuel, donc 6,6% au lieu de 6,8%. Au niveau du PIB trimestriel T3, on est sorti à 1,3% en deçà des 1,5%. Donc la livre sterling aura un impact là-dessus, ça devrait continuer à chuter, puisque la dynamique est fortement baissière. On jettera un coup d'œil sur le GBP USD juste après. L'évolution de l'emploi en Australie est sortie également négative. Les prévisions, c'était plus de 50 000. Il y a eu moins de 46 000
création d'emplois, évolution de l'emploi en octobre 2021 en Australie. Après, bon, vous avez les productions manufacturières qui sont passées en deçà des prévisions. Donc, tout est sorti négatif concernant la livre sterling, excepté le PIB mensuel, où là, effectivement, c'est sorti à 0,6%. Et les variations du PIB aussi sont sorties à 1,3%. Voilà, sur tout ce qui concerne le GBP USD, à 11 heures, vous aurez d'ici quelques minutes, enfin d'ici 1h24 maintenant, les prévisions de la BCE. Hein, donc il y aura encore une nouvelle intervention de Christine Lagarde concernant donc les prévisions de la Banque centrale européenne. Alors, on va aborder donc le programme du jour. Aujourd'hui, on va développer l'action Amazon, le S&P 500, l'or et l'euro USD, l'euro dollar. On va démarrer d'abord sur l'action Amazon. Alors, juste un instant. Hop. Impeccable. Alors ça, c'est une alerte. Impeccable. Alors, je suis sur l'action Amazon en mensuel. Alors, attendez, moi, je vais retirer ça pour que ce soit plus clair. Alors, Amazon, bien sûr, ce sont des chiffres extrêmement importants. C'est une mastodonte. Hein, elle figure parmi les plus grosses capitalisations des fameuses GAFAM, Amazon. Techniquement, on est déjà, alors la capitalisation boursière est aux alentours de 1770 milliards. Donc, sur du moyen long terme, l'objectif, c'est d'aller chercher, bien évidemment, cette résistance graphique qui serait aux alentours des 3675. Je suis sur un graphique mensuel et on voit que l'analyse, notamment le prix, évolue à l'intérieur donc de ce fameux canal haussier. On n'a pas encore atteint cette résistance. La dynamique reste haussière. On va regarder un petit peu plus sur du moyen terme. Qu'est-ce que nous donne le graphique en hebdomadaire? Alors, avant de pouvoir effectivement vous parler notamment sur la configuration que nous avons ici, on en a parlé hier, notamment sur le fameux double bottom. Alors le double bottom, je vous en ai parlé hier. Le double bottom, c'est lorsqu'on a un double creux, comme on l'a ici sur ce graphique, vous voyez, en forme de W. C'est représenté exactement de la même façon ici, c'est-à-dire que vous avez la chute ici, comme c'est représenté ici. Vous avez le premier impact, le deuxième impact, d'accord? Donc vous avez le first bottom, donc c'est ce que vous avez ici, donc le premier support, le second bottom, c'est ce que vous avez ici. L'accélération haussière, donc ça, on est sur un graphique hebdomadaire, hein, donc ce qui veut dire que chaque chandelier japonais représente une semaine de cotation. Le test sur ce qu'on appelle la ligne de coup. La ligne de coup, elle est représentée sur le graphique en direct. Et l'objectif, donc, c'est de tester effectivement cette ligne de coup, chose qui a eu lieu hier. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude sur l'événement d'hier, puisqu'il faut savoir que Amazon a perdu 2,35% hier en clôture de Wall Street. Mais l'ensemble des analystes envisagent que Amazon peut aller chercher beaucoup plus haut. Et donc, l'objectif serait effectivement d'intégrer ce qu'on a à l'intérieur de ce W, de ce fameux double bottom, pour aller chercher les 3600, 3700 dollars. En tout cas, c'est extrêmement bien parti. On peut déjà, si vous voulez chercher un objectif court terme, c'est d'aller chercher déjà les 3554 qui sont notamment les 23,60% de retracement de Fibonacci. Je vais regarder un petit peu plus en journalier, qu'est-ce que nous donne le graphique. Effectivement, on a eu une résistance ici qui nous a donné ce qu'on appelle un piège technique exactement sur les 23,6%. Donc le marché a chuté dans cette zone-là, mais rien d'inquiétant. Hein. On a juste un moment de respiration. Le moment idéal pour pouvoir acheter serait de pouvoir acheter aux alentours des, je vais vous dire ça tout de suite, aux alentours des 3450, 3430. C'est un niveau d'achat assez intéressant. Si vous voulez effectivement mettre des stops, à ce moment-là, le stop, vous le mettrez en dessous de ce niveau de support. On va aborder maintenant le S&P 500. Je vous en ai parlé juste avant. Le S&P 500, l'indice de la finance mondiale. S&P 500. On va d'abord regarder la conjoncture graphique. Alors, l'unité de temps graphique est quand même extrêmement intéressant. On voit effectivement la forte dynamique haussière. D'abord, je vais regarder en mensuel. Alors, comme je vous l'ai exposé hier, notamment sur le CAC 40,
Il faut savoir qu'en mensuel, ici, vous avez notamment ce graphique qui nous donne ce qu'on appelle un avalement haussier. Alors, je réitère sur ce que j'ai dit hier, un avalement haussier, c'est une bougie qui est plus importante que la précédente. Comme vous pouvez le constater, cette bougie-là avale, je dirais, la bougie, celle-ci. Et donc, généralement, c'est annonciateur d'une accélération haussière. Maintenant, attention, parce qu'on est totalement suracheté, comme vous pouvez le constater ici. Il y a effectivement un semblant d'une divergence baissière. On voit que l'indicateur s'oriente plutôt à la baisse. Vous voyez qu'il n'est pas monté plus haut. Il est plutôt orienté à la baisse, alors que si vous reportez ici, ben, ça monte de plus en plus haut. Donc là, le prix monte, l'indicateur chute. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier, on en a parlé rapidement sur la divergence baissière. Je vais vous mettre de nouveau le graphique. Donc si on regarde divergence baissière, donc le graphique monte de plus en plus haut, donc le prix monte de plus en plus haut, mais vous avez l'indicateur comme ici qui est en train de chuter. Donc généralement, quand c'est le cas, on suit toujours l'indicateur qui est annonciateur d'un retournement baissier. Donc c'est un peu ce que je vous avais dit en introduction, qu'on risque d'assister donc vraisemblablement à une période de respiration sur l'ensemble des indices américains. Alors techniquement parlant, est-ce qui peut être aussi intéressant? On a ce qu'on appelle aussi un marteau ici qui est en train de se dessiner en mensuel. Bon, nous sommes le 11 novembre, le mois n'est pas terminé, il reste encore quelques séances avant la clôture de cette bougie, donc on pourra en savoir plus d'ici quelques séances. Je suis en mensuel, on va regarder un petit peu plus en hebdomadaire. Alors en hebdomadaire, c'est assez propre. On est effectivement sur ce qu'on appelle un canal haussier. Hein, on voit que là, le marché est plutôt orienté à la hausse. La dynamique est fortement haussière, différentes vagues. Vague baissière, vague haussière, vague baissière. Donc là, notre objectif, c'est d'aller chercher ce canal, enfin cette résistance oblique, je dirais. Mais attention, encore une fois, comme je vous l'avais exposé sur le mensuel, on a effectivement ici en hebdomadaire une zone de surachat et on pourrait avoir aussi un retracement, même conjoncture, notamment au niveau des divergences. Si vous reportez exactement la même chose, on est dans la même configuration. On a ce qu'on appelle une divergence baissière. Alors, une divergence baissière aussi, c'est pas parce qu'on a une divergence baissière que forcément ça va chuter tout de suite. On peut encore avoir une accélération avant d'avoir une respiration sur le S&P 500. En journalier, on va regarder ensemble qu'est-ce que nous donne le journalier. Alors, je vous ai parlé il y a quelques temps de cela ici d'une épaule. Donc une épaule, tête, épaule inversée. On voit que c'est une forme anatomique. Hein. Donc ça c'est la première épaule, une tête, une épaule inversée. Alors bien sûr, je vous inviterai à vous renseigner qu'est-ce qu'une épaule tête-épaule inversée et qu'est-ce qu'une épaule tête-épaule. Les statistiques sont assez probantes et d'ailleurs ça a été confirmé puisque généralement lorsqu'on a ce genre de configuration, l'accélération a lieu. Maintenant que le scénario est validé, on va effectivement essayer peut-être de voir est-ce qu'on va assister peut-être à un retracement sur le S&P 500. D'après effectivement les analystes, notamment Trading Central entre autres, on envisage que le S&P 500 peut aller chercher notamment cette zone des 4625, des 127%. Ça pourrait consolider à cette partie-là. Et à ce moment-là, si ça casse en journalier, puisque nous sommes sur un graphique journalier, bah, à ce moment-là, on peut effectivement repartir pour aller chercher cette moyenne mobile sur 20 périodes. À noter que je vous ai retiré pour le moment l'indicateur Ishimoku pour ne pas effectivement vous compliquer, notamment au niveau des indicateurs. On va passer à l'or. L'or qui a connu hier une très très belle accélération. Je vous en ai parlé également la veille. De l'or, c'est assez intéressant. On va regarder ensemble. L'or continue son accélération. On va regarder d'abord en mensuel. J'en parlais avec d'autres analystes précédemment. On était effectivement sur ce fameux flag que je vous ai parlé la dernière fois. Donc le flag est extrêmement bien orienté. On a ici donc accélération depuis le mois d'août 2018. Donc depuis le mois d'août, on est passé au plus bas aux alentours de, je vais vous dire ça tout de suite, nous étions à 1160 à cette période-là.
et nous sommes remontés avec vraiment une très belle inertie haussière vers les 2074. Ça, c'était le point le plus haut et d'ailleurs le record historique sur l'or. L'objectif, c'est que si en mensuel on casse cette oblique, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher notamment cette résistance graphique qui serait aux alentours des 1900-1905, soit à peu près 40 à 50 $ de variation à la hausse. Ça pourrait être effectivement assez intéressant de travailler là-dessus. En tout cas, tout nous porte à dire que ce flag est en train de se dessiner. Statistiquement parlant, on doit effectivement reporter ce qu'on a à l'intérieur de ce flag pour le mettre au-dessus. C'est-à-dire que si par exemple là, on a une variation haussière, vous reportez exactement la même distance pour aller chercher des niveaux plus importants. En tout cas, c'est ce que nous fait comprendre cet actif. On va regarder un petit peu plus sur de l'hebdomadaire. Alors ici, nous avons en hebdomadaire ce qu'on appelle un triple bottom. Je vous en ai parlé plusieurs fois de double bottom, et là, on en a trois. On a trois creux qui s'accumulent. Le premier creux est là, le deuxième creux est ici, le troisième creux est là aussi. Tout nous porte à dire qu'on a des objectifs assez intéressants qui seraient d'abord les 1875 sur du court terme, et deuxième objectif, c'est d'aller chercher les 1900, 1910 dans un second temps. On va parler maintenant du quatrième actif qui est l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est corrélé à 57% du DXY, donc l'US dollar index dont je vous ai parlé hier, avec cette forte accélération sur le DXY, donc l'US dollar index sur la plateforme. Ce qui veut dire que l'euro-dollar est dans une très très forte configuration baissière. Donc on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, déjà en mensuel, on a ici ce qu'on appelle un double top. Je vous en ai parlé également il y a quelques temps de cela, de ce fameux double top. Double top, c'est une forme de M qui est quand même assez intéressante. Ça veut dire que généralement, quand on a un double top, le marché a tendance à se diriger vers le bas. Et là, effectivement, il a testé depuis plusieurs séances et plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les 1.15, 1.16. Là, le marché est en train d'effectivement de casser cette zone des 1.15. Tout nous porte à dire que généralement, on reporte ce qu'on a à l'intérieur de ce double top, comme je l'ai représenté ici sous le format X. Vous voyez là, vous avez la conjoncture. Et je reporte exactement la même configuration en bas pour essayer de déterminer l'objectif. Et là, en ce moment-là, si l'analyse technique s'avère véridique, à ce moment-là, on pourra aller chercher les fameux 78,60%, 1.10, 1.12 qui seraient les prochains scénarios sur du moyen long terme. Bon, avant d'en arriver là, il est possible d'abord de chercher quelques points intéressants avant de pouvoir travailler ces variations à la baisse. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est que sur les retracements de Fibonacci, donc du plus bas au plus haut, on a ici les 50% qui sont aux alentours des 1.14 927, comme vous pouvez le voir ici. 50% de retracement de Fibonacci. Généralement, il est une zone de support importante. Donc, on va voir si effectivement ça casse ou ça bloque sur cette zone-là. Pour l'instant, on est à 1,1476. Le marché n'a pas encore totalement cassé. Il faudra en effet patienter, voir même en hebdomadaire ou en journalier pour voir si ça casse véritablement cette zone des 50%. En hebdomadaire, on avait effectivement ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Ce n'est pas une épaule tête-épaule inversée. Là, effectivement, ça se confirme. Et généralement, et là, c'est ça qui est intéressant. Alors, attendez, je vais retirer ça puisque c'est en mensuel. Ici, c'est exactement la même configuration dans le sens où l'objectif, c'est de savoir ce qu'on a à l'intérieur de cette épaule tête-épaule. On le reporte en dessous pour avoir un objectif qui peut être intéressant. Et là, effectivement, on pourrait aller chercher à peu près dans les… attendez, je vais reporter ici. 1.0950, 1.10, c'est un peu ce que je vous ai donné tout à l'heure en double top en mensuel. Ça sera le futur objectif de l'euro-dollar. Alors attention, on est survendu, mais bon, survendu, ça ne veut pas dire pour autant que ça va rebondir. En tout cas, ça a été le cas ici, on était survendu et c'est quand même légèrement reparti à la hausse pour reprendre sa dynamique baissière. Donc la conjoncture est fortement baissière.
Mais il faut effectivement faire attention, notamment sur le graphique mensuel, avec notamment ces retracements de Fibonacci à 50%. On va regarder ensemble sur du journalier. Alors, du journalier, c'est assez net et clair. La bougie d'hier a totalement brisé ce niveau de support. On est effectivement sorti de la bande de Bollinger. Ici, alors on n'est pas, je dirais, totalement survendu. Vous voyez, on n'est pas encore survendu. Le marché pourrait effectivement faire ce qu'on appelle un pullback sur cet ancien support qui est dorénavant devenu résistance, donc rebondir sur cette zone-là et reprendre sa dynamique baissière dans la conjoncture actuelle de la configuration mensuelle et hebdomadaire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne journée, de bonnes vacances si vous avez fait le pont. Et je vous dis à demain pour un nouveau point de marché.